bonjour, nous sommes mardi et il est 14 heures, donc le conseil municipal va pouvoir commencer et on va débuter. On va d'abord demander à Rudy de nous faire l'appel, si personne n'y voit d'inconvénient, et nous allons donc procéder à l'appel. Bonjour à tous, merci Monsieur le maire. Assion Stéphanie. Présent. Bayou Laurent. Présent. Biasuto Agnès. Présent. Cabot Martine. Présent. Campance Valérie. Présente. Christol Cécile. Présente. Deveza Elian. Présent. Ducard Annick. Présent. Galliano Éric. Présent. Garnier Christian. Présent. Luigia Rudy. Présent. Philippe Jean-Marc. Présent. Jauvert Chantal. Présente. Ladouce Gabriel. Le jeune Bernard. Présent. Le noir Isabelle. Présente. Michel Thomas. Présent. Mimouni Thierry. Présent. Perratou Jean-Michel. Présent. Piras Graziella. Présente. Glane Jean-François. Présent. Prati Céline. Présente. Rialan Valérie. Présente. Roger Isabelle. Présente. Roland Dominique. Présente. Rousier Chantal. Soriano Mylène. Stassinos Hervé. Présent. Swinen Gaëtan. Thomas Émilie. Présente. Vega Jean-Claude. Présent. Venet Serge. Présent. Vincent Magali. Présente. Et j'ai reçu le pouvoir de M. Ladouce pour Mme Rialan, de M. Slimane pour M. Vega, de Mme Soriano pour Mme Vincent et de Mme Rousier pour Graziella Piras. Voilà, donc le quorum est atteint. Et nous pourrons donc valablement commencer cette séance du conseil municipal avec l'approbation du dernier PV de l'Assemblée. Donc je vous demande de voter. Donc qui est contre l'adoption, qui s'abstient. Attendez, je reprends la micro. Il faut appuyer sur le bouton. Oui, voilà. Juste une petite constatation. Le compte rendu du dernier conseil municipal de l'année 2025, donc le 15 décembre, il n'y a pas de compte rendu audio. Est-ce que c'est normal? Il n'est toujours pas dessus. On va regarder s'il n'a pas été mis, il va être mis, parce que pour les nouveaux, en fait, comme vous le savez peut-être ou pas, il y a des enregistrements audio in extenso de tous les conseils municipaux, et aussi c'est une nouvelle loi qui impose aux communes de faire par écrit un PV in extenso aussi de chacun des communes. Donc on vérifiera, si ce n'est pas le cas, ça fait. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Alors, désignation d'un secrétaire de séance. Donc, vous dites, comme c'était proposé tout à l'heure, toujours pas d'inconvénient. Donc, ça se vote, donc, pas contre, pas d'abstention, unanimité. Donc, on a un secrétaire de séance. Et on va commencer donc cette séance avec le débat d'orientation budgétaire, le rapport d'orientation budgétaire, qui se fera en 3 votes, parce qu'on a 3 budgets. Et c'est Jean-Michel Perratou qui va nous exposer ce ROB. Bonjour à tout le monde. Je vais exposer un résumé du rapport d'orientation budgétaire 2026. Pour les produits des services et ventes diverses, ce poste est prévu stable à 1,4 million. Pour les impôts et taxes, le coefficient de revalorisation des valeurs locatives sera de 0,8% et les taux seront inchangés. La taxe additionnelle aux droits de mutation est estimée à 800 000 € minimum. Le fonds de péréquation intercommunale et communale est prévu stable à 140 000. La DGF devrait diminuer d'environ 60 000 € et se trouvera inférieure à 1 million d'euros. Les autres ressources sont prévues stables. Pour les charges à caractère général, on a une augmentation modérée de 2%. Pour les charges de personnel, en tenant compte de facteurs pour la plupart extérieurs, la projection budgétaire devrait être portée à environ à 8,9 millions, soit 3% d'augmentation. L'attribution de compensation à TPM s'établira à 890 000 €. La pénalité SRU environ à 75 000 €. Les autres charges de gestion courante, sub aux associations, les participations à des organismes privés et publics, CCAS, syndicats, est en très légère augmentation. Pour l'investissement, on a 4 millions d'euros qui sont programmés, dont la fin de Pagnol pour 1,4 million, la rénovation de l'église, l'espace des sports et l'école Sandro. L'attribution de compensation versée à TPM est identique à 2025, soit 435 000 €.
Des subventions aux logements sociaux sont prévues pour Human, 50 000 €, et pour la Villa Panis à 43 000 €. L'épargne brute permet une capacité de désendettement inférieure à 5 ans. Concernant la dette, un emprunt indexé sur le livret A été réalisé pour l'équilibre des investissements, particulièrement la reconstruction d'écoles Pagnol. Pour le budget annexe de la Régie des transports, les recettes et les dépenses sont prévues stables. Pour le budget annexe de la Régie du port des Ourcinières, les charges sont prévues à 337 000 € et 120 000 € d'investissement, dont des études pour la requalification des installations. Il est proposé au conseil municipal de voter distinctement pour cela. Merci pour cette présentation. Alors, c'est un débat d'orientation budgétaire, donc la parole est libre, bien sûr, et elle donne accès à des débats tant que vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des prises de parole souhaitées? Marie-Brielle, allez-y. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Vous écrivez donc, Monsieur le maire, dans ce rapport d'orientation budgétaire, que la situation imposerait à la commune une gestion particulièrement rigoureuse et une anticipation fine des trajectoires de dépenses et de recettes. Alors c'est précisément là que le bas blesse. Car à la lecture de votre document, je ne vois pas du tout cela. Je vois surtout un habillage rassurant, une présentation qui cherche à donner une impression de maîtrise, sans apporter la démonstration qui devrait aller avec. Et même sur la forme, je commencerai par là. Ce rapport, censé présenter préparé 2026, porte encore en pied de page la mention ROB 2025. Vous entendez bien 2025, guide du Pradet. Alors ça peut sembler secondaire, mais ça ne l'est pas. Sur un document aussi important, ça donne le sentiment d'un copier-coller plus qu'un vrai travail de projection. Or, quand vous invoquez la rigueur, la première rigueur, c'est déjà celle du document lui-même. Vous affirmez ensuite que la commune reste solide, qu'elle peut continuer à investir, que l'endettement serait maîtrisé. Mais là encore, les mots vont plus loin que les faits. Le document reconnaît lui-même que l'épargne brute s'érode et qu'un emprunt de 3,1 millions d'euros a été contracté à la fin de l'année 2025 pour équilibrer le programme d'investissement. Et que dire de l'épargne nette, une fois les annuités d'emprunt remboursées, 1,5 million d'euros. C'est tout ce qui reste en autofinancement pour financer les nouveaux projets. Donc non, il ne s'agit pas d'une commune qui avance tranquillement sur ses seules forces. Il s'agit d'une commune dont les marges se réduisent, mais qui continue malgré tout à empiler des engagements lourds. Et ça, ce n'est pas de la rigueur, c'est une tension budgétaire présentée comme une situation confortable. Et puis il y a le port des Ourcinières. Là aussi, les montants parlent d'eux-mêmes. 1,5 million d'euros en 2027, 4,62 en 2028, puis 1,1 million d'euros en 2029. C'est un engagement très lourd pour l'avenir de la commune et pour le mandat suivant. Or, à ce sujet, dans le ROB, il apparaît presque comme une île ordinaire dans le tableau. Ce n'est pas, à notre sens, à la hauteur de ce qu'il représente. Un projet de cette ampleur devra être présenté avec des priorités nettes et beaucoup plus de prudence. Avec une capacité d'autofinancement qui s'érode, comme vous l'admettez vous-même, le pilotage fin d'une stratégie d'investissement mériterait que vous ayez déjà identifié les cofinancements, projet par projet, là où vous n'affichez qu'une intention. Alors sur ce projet majeur, j'ai deux questions principales. Comme rien n'est prévu cette année, quelles sont vos intentions? Quelle est la trajectoire, je vous cite, fine, comme vous le dites en préambule? Et puis un autre point à éclaircir concernant le personnel communal. C'est là que l'écart entre les discours et la réalité devient le plus frappant. Les dépenses de personnel étaient de 8,1 millions d'euros en 2023, 8,4 millions en 2024, 8,7 en 2025 et elles sont annoncées à 8,9 millions en 2026. Et là, il n'y a rien dans le rapport. Quel est le détail? Donc je vous pose plusieurs questions. Quel est le détail des nouvelles embauches? Dans quels postes ou missions sont-ils affectés? Quelle est la part, et ça c'est un peu, ça m'interpelle, des agents déjà présents et des nouveaux arrivants?
Et puis, quelle est votre stratégie managériale? Ça fait longtemps que je la demande. Et finalement, comment gérez-vous l'absentéisme? Donc voilà, je vous ai posé un certain nombre de questions et j'espère que vous y répondrez. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions aussi? Allez-y. Alors, bonjour. Une première étude de ce ROB. Nous avons plusieurs questions aussi à vous soumettre, notamment concernant les investissements. Alors, on voit effectivement un travail sur les recettes et les charges. Alors, les charges, on pourrait effectivement en parler, j'en reparlerai également pour comprendre en fait cette masse salariale qui ne cesse d'augmenter entre 2024 et 2026 avec une augmentation, on va dire, de quasiment 80% de contractuels temporaires remplaçants. Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ces remplacements? Est-ce qu'on a des congés maladie? Est-ce qu'on a des postes qui sont temporaires? Voilà. On aimerait avoir une explication là-dessus, en tout cas, sur cette augmentation, puisque c'est une augmentation qui donne une masse salariale quand même assez importante. D'autre part, sur les investissements, on avait listé un ensemble, alors, ce que nous apprécions, en tout cas, c'est ce plan pluriannuel qui permet une projection jusqu'en 2029, qui permet une lisibilité, en l'occurrence, des projets à venir. Et donc, concernant les questions qui sont posées par rapport à certains travaux envisagés, nous avons dans un premier temps les travaux sur les ports des Ourcinières, j'en reparle. Les ports des Ourcinières où nous avons donc pour l'instant 2026 rien de proposé et ensuite un découpage en 3 temps de montants plus ou moins déséquilibrés entre 2027 où TPM va travailler sur la partie infrastructure maritime, la Ligue Sud notamment, et ensuite en 2028 sur les 4,6 millions, notamment sur la partie où la mairie va donner un petit peu plus. Et ma question est la suivante, vous avez fait des groupes de travaux au mois de décembre dans lesquels vous avez justement demandé l'avis un peu plus large. Est-ce que vous allez en tenir compte? Est-ce que c'est budgétisé là-dedans? Voilà, ça c'était la question. Et ensuite, concernant la rénovation de l'école Sandro, quand on voit en parallèle des rénovations de travaux, on se pose la question de climatiser une église. Pourquoi? Je pense que les messes le matin, il fait quand même assez frais dans les églises, ce sont des lieux quand même. Donc est-ce que cet argent-là ne peut pas être utilisé à d'autres choses que de climatiser une église, dans lequel justement où l'école Sandro aimerait vraiment un travail de fond, en tout cas sur la capacité énergétique, sur la passoire énergétique en l'occurrence, qu'elle est aujourd'hui. Je poursuis. Les rénovations concernant les bâtiments communaux, on a acté effectivement ces rénovations, ces améliorations et l'accessibilité. Ce que nous souhaitons, c'est que la rénovation de du cheminement piéton justement dans ces bâtiments puisse être revue. Donc, je sais que c'est une partie de la voirie et que c'est l'EPM qui gère ça. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous portiez le projet de tout ce travail de réhabilitation des trottoirs pour les poussettes, pour les personnes à mobilité réduite. L'investissement sur des projets. Alors les projets, vous avez pas mal de projets dans votre campagne. Voilà, certains ne sont pas du tout budgétisés. Voilà, donc est-ce qu'on peut avoir une vision? Est-ce que c'est prévu au-delà de 2029 ou pas? Voilà. Et ensuite, concernant la loi le prélèvement SRE, avoir quelques informations sur l'exonération, donc jusqu'en 2025-2026 aussi, puisqu'il y a une subvention, une exonération, pardon, je vais y arriver, une déduction de 430 000 € de la pénalité 2026. Qu'en est-il pour 2027, etc. Est-ce qu'il y a un visuel là-dessus? Et concernant les recettes, je vais revenir. Donc on parle de stabilité globale sur les recettes. Si on regarde un petit peu plus en détail, on voit qu'il y a malgré tout une érosion progressive, notamment sur la baisse du produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la diminution continuelle de la dotation de l'État, la dynamique des recettes fiscales qui sont désormais très limitées, avec une inflation revue à la baisse. Vous indiquez, vous appuyez prioritairement sur l'autofinancement pour porter les investissements. Comment anticipez-vous l'évolution justement de l'autofinancement de la commune dans les prochaines années, alors même que les recettes montrent un signe de fragilité?
Et comment, quelle marge disposez-vous, quelle marge de manœuvre disposez-vous pour justement faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les finances communales et les investissements que vous prévoyez? Voilà, je vous remercie. Monsieur Bayou, peut-être aussi. Bonjour. Alors, sur les produits, au niveau des produits, des services du domaine et ventes diverses, on parle de produits générés par des services publics et par des festivités et manifestations. Nous souhaitons avoir le détail des produits générés par les festivités et manifestations, s'il vous plaît. Sur les impôts et taxes, les taux, ce qui est marqué pour l'indicateur 73, les taux seront quant à eux reconduits à 17,16% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et 46% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Nous l'avons déjà signalé, dans un contexte pradétant où les résidences secondaires sont en perpétuelle hausse depuis plusieurs années, représentant aujourd'hui 23% des habitations communales, des mesures locales doivent être prises pour arrêter cette spirale infernale. À ce titre, nous proposons d'augmenter significativement le taux de 17,16% que vous proposez pour votre part de reconduire sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Sur la dotation de solidarité communautaire, l'indicateur 73 également, donc il est marqué versé par TPM, elle évolue légèrement tous les ans en fonction de la mise à jour des critères servant à son calcul. Et là, nous souhaitons connaître les lignes budgétaires de la métropole TPM concernées par cette dotation de solidarité communautaire. Concernant les charges, au niveau du personnel, dans l'indicateur 012, s'agissant des contractuels, vous annoncez que l'évolution de 30 à 39 est liée à certains besoins nouveaux, comme les recrutements d'agents supplémentaires pour la traversée des écoles et pour le groupe scolaire Marcel Pagnol, plus spacieux que l'ancien, ainsi que les remplacements d'agents indisponibles ou en disponibilité pour raisons personnelles. Concernant ces deux dernières catégories, nous souhaitons connaître leur nombre afin d'identifier d'éventuelles situations de mal-être au travail. Concernant les autres charges de gestion courante, l'indicateur 65, même si nous nous réjouissons de l'augmentation de la subvention au CCAS de 45 000 € prévue en 2026 par rapport à l'année 2025, nous souhaitons savoir à quoi elle est due. Contrairement les prélèvements SRU, l'indicateur 14, il y a une différence entre le chiffre de 57 000 € mentionné dans les explications, donc quand on fait la différence entre les 487 et les 430 000 €, et les 75 000 € qui sont indiqués sur le graphique que vous présentez par la suite. On aimerait juste savoir quel est le bon chiffre, si c'est 57 ou si c'est 75, s'il vous plaît. Concernant l'investissement, en 2026, donc vous annoncez plus de 4 millions d'euros qui sont programmés. Trois remarques. Avez-vous une idée des acquisitions foncières envisagées en 2026 où les 250 000 € indiqués représentent-ils simplement une provision estimative sans visée particulière? Autre point. Nous sommes stupéfaits qu'il ne figure aucune ligne budgétaire concernant la réhabilitation de la calanque du Pin de Galles. Comme vous le savez, suite aux pluies exceptionnelles de janvier, l'expert judiciaire s'est déplacé sur le site le 5 février dernier. Dans son rapport en date du 17 février, l'expert répond par l'affirmative à, entre guillemets, l'existence d'un péril grave et imminent. L'expert préconise la nature des travaux à envisager d'urgence. À notre connaissance, ces travaux d'urgence préconisés depuis près de 2 mois n'ont pas été engagés. Pouvez-vous nous en donner les raisons? Pouvez-vous surtout nous donner le calendrier des travaux qui, selon l'expert, sont à réaliser d'urgence dans un contexte de péril grave et imminent? Et enfin, sur l'investissement, au sujet de la climatisation, comment ne pas faire le parallèle entre les travaux de rénovation prévus à l'église et sur le groupe scolaire Sandro? Inscrit dans votre tableau d'investissement de ce jour et annoncé en grande pompe au cours d'un conseil d'école à Sandro en fin d'année 2025, la réalisation des travaux de mise en place de climatisation réversible n'est finalement plus à l'ordre du jour. C'est ce qui a récemment été annoncé lors du dernier conseil d'école à Sandro. La principale raison tiendrait au fait que les études de faisabilité n'avaient pas été terminées au moment de l'annonce initiale et qu'aujourd'hui,
il est constaté que le transformateur électrique ne supporterait pas la puissance demandée pour assurer le bon fonctionnement des climatisations. Dans le même temps, nous espérons qu'un problème similaire ne sera pas constaté au niveau de l'église, où la puissance demandée risque d'être bien supérieure compte tenu des volumes à considérer. Concernant ces travaux spécifiques, même s'il ne fait aucun doute que l'entretien du bien est à la charge de la commune, on peut légitimement se demander si c'est au contribuable du Pradet de financer l'installation de climatisation dans l'église. Sauf à ce que ceci soit réalisé uniquement pour garantir la sécurité des pratiquantes et des pratiquants par un impact direct sur la bonne tenue de la structure, ce que vous ne démontrez aucunement, ces travaux ne nous semblent pas justifiés. Faire le choix de privilégier la climatisation d'une église avec les volumes considérés, plutôt que les classes d'une école dans lesquelles élèves et enseignants passent 24 heures par semaine, est même incompréhensible. Concernant l'épargne brute et la dette, donc vous parlez d'un emprunt de 3,1 millions d'euros qui a été réalisé en fin d'année. Ce que nous voudrions savoir, c'est à quoi est dû ce manque de financement de plus de 3 millions d'euros concernant la reconstruction de l'école Marcel Pagnol. Et enfin, pour terminer, sur le budget annexe de la régie des transports, donc il est mentionné que les recettes sont constituées des facturations de prestations de services à la ville, à TPM et aux associations prévues stables. Nous souhaitons savoir quelles sont les associations auxquelles sont facturées des prestations et à quoi elles correspondent, objets et montants. Je vous remercie. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose que je n'avais pas noté. Simplement quelque chose que je n'avais pas noté. Vous nous demandez de voter successivement 3 budgets à la fin de la présentation. Alors, je débute, mais il me semble que ce n'est pas le propos. Depuis la mise en place de ROB, on ne vote plus et on vote uniquement les budgets, puisque là, ce n'est pas des budgets ligne à ligne que vous nous présentez, c'est des orientations sur ces budgets. Donc, il me semble qu'on n'a pas voté ces trois délibérations. Alors, je vais commencer par ce point-là. En fait, sur ce point-là, Monsieur Louise, allez-y. Bonjour Monsieur le maire et merci. Peut-être que vous pouvez déjà répondre, parce que moi, à votre place, j'aurais oublié toutes les questions qui ont été posées. Vous voulez que j'y aille ou juste après? Allez-y. Ok, je vous remercie. Alors, avant de parler des équilibres globaux, j'aimerais avoir quelques précisions sur certaines lignes d'investissement, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous détailler, vous, ou l'élu en charge et responsable de cette délégation, les 50 000 € annuels prévus dans la végétalisation? Pourquoi? Non pas que dans le tableau d'investissement, ce sont les montants les plus élevés, mais en l'occurrence, ceci était un élément phare de notre programme, et je crois que les 2500 pradétans qui ont voté pour nous aspiraient à une végétalisation de la commune. Donc voici pour ma première question. La deuxième, de la même manière, sur les 250 000 € d'acquisition foncière, quels sont les projets concrets derrière ces montants? Parce qu'au-delà des chiffres, il est important que nous ayons une vision claire de l'utilisation de l'argent public. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui, selon moi, est central dans ce débat budgétaire. C'est la trajectoire de notre épargne brute. On le voit très clairement dans le rapport, elle diminue de manière continue, alors que dans le même temps, notre capacité de désendettement se dégrade, passant de 2 à 4,5 ans. Alors aujourd'hui, on explique que la situation est maîtrisée. Peut-être. Et pourquoi pas, sachant qu'une collectivité comme le Pradet, arrivé à 5 ans, on est toujours dans les standards, même si la zone rouge pointe le bout de son nez. Mais là, la vraie question, c'est pas aujourd'hui. La question, c'est demain. Donc avec une épargne qui diminue et un niveau d'investissement qui reste élevé, comment comptez-vous financer les années suivantes sans dégrader davantage nos équilibres? Est-ce que cela passera par plus d'endettement, par moins d'investissement ou une hausse de la pression fiscale sur le dos des pradétans? Merci. Ça augure d'abord. Alors, pour répondre à votre question, en fait, vous aviez raison, il y a quelques années, un DOP, ça ne se votait pas. Et depuis, je crois, 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus exactement, il faut les voter maintenant. C'est comme ça, c'est la loi a évolué dans le temps. Donc ça se vote. Et si ça ne se vote pas, ça part au TA et l'Europe peut être annulée. On va quand même vérifier. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions, c'était un peu les mêmes questions et les mêmes interrogations. Alors, un ROB, c'est vraiment des orientations générales sur la trajectoire financière de la commune. Donc il y a des questions de détail qui ont été posées qui sont légitimes, toutes les questions sont légitimes bien entendu et bienvenues.
On y répondra plutôt par email parce qu'on n'a pas les réponses sur le détail. C'est des choses qui se votent. Alors, il y a 3 choses qui se font dans une commune concernant les finances. Il y a l'Europe, ce qu'on fait aujourd'hui, on parle des orientations budgétaires de la commune, comment on va dépenser l'argent, est-ce qu'on va s'endetter, est-ce qu'on va augmenter les taux, donc des trajectoires assez importantes globales. Ensuite, il y a le vote du budget primitif qui va se faire dans une quinzaine de jours. Et ensuite, il y a le CFU qui est en fait le compte-rendu financier de ce qui s'est passé en 2025, qui sera voté en juin. Le temps de faire les arbitrages avec la trésorerie, etc. Donc c'est vraiment les 3 séquences financières de la commune. La séquence financière aujourd'hui, c'est un rapport d'orientation budgétaire où on vous explique la trajectoire qu'on prend et sur lequel effectivement on débat, vous posez des questions. Pour toutes les questions qui étaient trop précises en fait, pour pouvoir répondre dans le cadre du ROB, on vous répondra par email comme on l'a fait, vous avez posé un certain nombre de questions. On dit que vous avez déjà toutes les réponses par mail. Vous avez déjà répondu en fait sur toutes ces questions par email apparemment. Vous vous adressez à qui? À vous, monsieur Bailly? À moi? Pardon. Je sais, parce que je ne suis pas le seul à avoir posé des Non, je questions. m'adresse. Alors, désolé, je travaillais ce matin si ça avait été répondu, mais dans tous les cas, il y a plein de choses que j'ai dit aujourd'hui que je n'ai pas posées par mail. Tout à fait, non, mais je vais répondre à vos questions. Je recadrerai simplement l'utilité du ROC qui est essentielle à la vie démocratique de notre belle commune, et à savoir à quoi servait l'Europe. Et après, il y a un certain nombre de questions auxquelles on a déjà répondu. Et pour les questions précises sur les élus locaux, M. Deveza aussi, c'est des questions précises, des points de pression. Soit tu as la réponse, tu peux répondre, sinon on vous répondra par email. C'est ce qu'on fait systématiquement, ce qu'on fait des séances, notamment, pas seulement, mais beaucoup sur les sujets financiers. On fait, à part pour l'Europe, pour le budget primitif ou pour le CFU, on fait des commissions finances avant, où vous avez l'occasion de poser toutes ces questions et on répond techniquement aux questions. L'Europe, c'est un petit peu différent, il n'y a pas nécessité de faire une commission, puisque c'est une séance où on débat toutes ces questions. Voilà. C'est que j'ai dit juste pour éclairer un peu sur l'utilité du ROC. Bon, pour répondre aux questions, je vais essayer de répondre à peu près à toutes les questions que vous avez posées, mais comme il y en a beaucoup, je n'ai pas toutes forcément notées. Le port des auxiliaires, qui est une question importante. Le port des auxiliaires, on en est où? Il y a un dossier qui a été transmis en préfecture, voir déjà si ce qu'on a proposé convient à la préfecture, c'est un élément assez essentiel. Ensuite, on avait dit que la concertation va continuer, notamment avec Bernard Lejeune, qui est ici présent, qui va s'occuper de cette concertation. Il y a des pistes qui ont été avancées, qui sont assez avancées, hein, qu'on pourra acter demain. On a bien senti qu'il y avait une demande de la population sur certains sujets, donc on sera amené à faire, on verra, je n'ai pas eu le temps d'en parler encore avec M. Lejeune, mais on sera amené à mettre en place un groupe de travail ou sous une autre forme, de manière à bien écouter tous les prédéteurs, et bien sûr que le projet, alors les projets, quand on fait des projets, on ne fait jamais 100%. Il y a toujours des gens qui sont déçus, des gens très contents, des gens moins contents. C'est comme ça, il faut accepter qu'on est maire, qu'il y a des choses qui ne conviennent pas à 200% ou à 100%. Mais en tout cas, le travail de M. Lejeune, c'est de faire en sorte que toutes ces demandes, toutes les demandes soient prises en compte et qu'on arrive à les traduire dans un projet qui satisfait le plus grand nombre. Il y a des questions qui seront abordées autour des... Alors, je rappelle aussi qu'on a fait déjà pas mal de concertations, mais la concertation continue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera mis d'accord sur un projet, il va se poser effectivement la question du financement, ce qui n'empêche pas de faire des demandes de subventions qu'on va faire assez rapidement. On a comme l'issue des élections avant de les faire. Donc on va faire des demandes en priorité au département, à la région, bien sûr à l'État, mais en ce moment l'État c'est un petit peu avare d'argent parce qu'ils n'en ont plus beaucoup. Et puis si on peut aller reprendre un petit peu d'argent ailleurs, on le fera, mais c'est quand même les 2 entités principales pour financer le projet. Ce sont d'un côté le département, de l'autre côté la région. Donc une fois que le projet sera finalisé, on va de toute façon faire des demandes de subvention aujourd'hui, mais en fonction des réponses qu'on aura, on sera peut-être aussi amené à réduire la mesure sur le projet. On va voir. Aujourd'hui, on anticipe en faisant les demandes de subvention, on voit combien il y en a, et en fonction de ça, en écoutant la population, on verra sur quel projet précis on aboutit à la fin. Mais de toute façon, vous serez bien sûr avertis dès qu'on fera des réunions. C'était votre question. Ensuite, sur le personnel, alors, il y a eu des augmentations de personnel. Alors, beaucoup qui sont imposées par la loi, mais principalement. Il y a eu des augmentations d'indices, il y a eu des... Vous allez connaître un petit peu ça. Il y a eu des augmentations un petit peu dans tous les sens. Alors, ça a permis aux agents d'avoir un rattrapage du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est bien, pas bien? De toute façon, on ne s'est pas posé la question, c'est la loi, donc on a simplement appliqué la loi. Donc il y a une série de rattrapages dans le temps qui a permis aux agents de récupérer un peu de pouvoir d'achat, tant mieux pour eux, et puis à la commune aussi d'accompagner ce mouvement. C'était de toute façon légal, il fallait le faire. Puis quelque part, les agents, je pense qu'ils se donnent pour la commune, ils méritent aussi une forme de reconnaissance. C'est pas toujours facile d'être agent, on a des niveaux de salaire qui ne sont pas forcément élevés. Donc voilà.
Ensuite, Sandro. Alors, Sandro, on s'est engagé à le faire et on le fera. Il est bien, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on gère une commune, on ne peut pas faire tous les projets en même temps. Sur ce dernier mandat, on s'occupait en priorité de Pagnol, qui a pris beaucoup d'énergie au service, à tous les services. Sur ce mandat qui arrive, on va s'occuper de Sandro maintenant. On sait qu'il y a pas mal de choses à faire à Sandro. On a déjà fait un certain nombre d'investissements. Je crois que c'est 1 million ou 2 millions, même on a fait un point ce matin, 1,8 million, je crois. Sur le dernier mandat, c'est déjà pas mal, mais il faut faire encore plus. Donc on va faire encore plus. On va recevoir les parents d'élèves après les vacances, je pense, pour refaire un petit point avec eux, pour leur expliquer précisément ce qu'on va faire à Sandro. Et l'objectif, c'est bien, on ne va pas reconstruire Sandro, mais en tout cas, on va faire ce qu'il faut pour que les enseignants et surtout les élèves puissent évoluer dans de bonnes conditions. Donc c'est prévu, on réexpliquera aux parents donc, quel est le calendrier, quel est le niveau d'investissement et qu'est-ce qu'on va faire comme investissement sur Sandro. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je pense qu'il ne faut pas opposer le bien-être des gens qui vont à l'église avec le bien-être des gens qui vont à l'école. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'église aux écoles, comme il ne faut pas opposer l'église privée aux écoles publiques. Je pense qu'on a la chance d'avoir des écoles publiques et privées sur le territoire. Bah, écoutez, nous on aide les uns comme les autres. Et pareil, il y a des gens qui vont à l'église, il faut respecter ça. Il faut aussi qu'il y ait des demandes. Je vous rappelle quand même que le bâtiment de l'église, c'est un bâtiment communal. Donc c'est à la commune d'en assurer la pérennité. Et ça passe par un certain nombre de travaux qui ont été faits ces dernières années et qu'on va continuer dans le temps. Ensuite, une autre chose. Ensuite, il y avait aussi plein de choses. Les acquisitions foncières. Non, quand on fait un ROB, on met des enveloppes des fois. Aujourd'hui, on n'a pas d'acquisition foncière prévue précisément, mais ça peut arriver. Donc, comme ça peut arriver, on prévoit de mettre une ligne budgétaire qu'on inscrira dans le budget qui va être présenté dans quelques semaines. Donc, on va arbitrer ça dans les jours qui viennent, peut-être 100, peut-être 200, peut-être 300, de manière à ne pas être obligé de faire une DM derrière, une décision modificative. Donc, soit on fera une acquisition, soit on n'en fera pas, mais il faut de toute façon le budgéter. Le pain de Galles, on est en procédure, on ne va pas s'exciter qu'on est en procédure, on a de trop parler du sujet, donc il y a une procédure en cours. Je ne vais surtout pas élaborer, parce que quand il y a une procédure en cours, la meilleure façon de mettre la commune en difficulté, c'est de parler des instructions en cours, donc c'est vraiment pas l'objectif. Mais par contre, on pourra en parler en tête à tête dans le bureau, on pourra vous dire où on en est, mais en tout cas, c'est difficile de prendre des positions publiques sur des dossiers qui sont devant la justice. Il y avait quoi encore? Beaucoup de choses. Hein. La loi SRU. Alors la loi SRU. Alors là, loi SRU, anticipation, baisse des recettes, tout ça c'est lié en fait. Bien malin celui qui peut me dire ce qui va se passer en 2027. Il y a des élections présidentielles, il y aura un nouveau président, il y aura une nouvelle Assemblée nationale, je ne sais pas qui va être élu, mais en fonction de la personne qui est sans faire politique, hein, en fonction de la personne qui est à la tête de l'État et de l'Assemblée nationale que donneront les citoyens à la France, il y a peut-être des décisions. Est-ce qu'on va supprimer la loi SRU? J'aimerais bien, mais je ne pense pas. Mais ça serait bien, parce qu'aujourd'hui, ça pénalise la commune très fortement. En plus, on voit qu'on a quand même du mal à produire du logement de toute façon. On n'a pas le foncier nécessaire. Est-ce que la DGF va continuer à baisser? Ils annonçaient pour la commune du Pradet une baisse de 280 000 €, qui est heureusement tombée aux oubliettes, on a failli perdre 300 000 €. Donc il y a quand même une difficulté aujourd'hui de l'État à gérer ses finances, ce qui fait que ça retombe en pluie un peu partout, sur le département, sur la région, sur les communes, sur les intercos, sur les métropoles. Donc oui, les recettes baissent malheureusement, la DGF elle est stable, voire en légère baisse. La loi SRU, ils ont tendance à mettre le compte à chaque fois un petit peu plus. Donc il y a des contraintes fortes, et en même temps ils mettent des contraintes fortes sur les communes. On a parlé tout à l'heure des charges de personnel. Tant mieux pour les agents, mais c'est vrai que ça pénalise un peu l'épargne brute de la commune. Ça a été dit tout à l'heure par M. Deveza, oui, aujourd'hui on a un niveau de 11 millions de dettes. Ce qu'il faut faire, le plus important, c'est le rapport entre la capacité de financement et la dette. C'est ce qu'on appelle le ratio de désendettement. Aujourd'hui, on a essayé de rappeler, on est à 4 ans au moins sur 2025. On pourrait monter, mais on ne pourra pas le faire, on pourrait monter jusqu'à 15 millions, on serait encore à 5 années, peut-être 6 années. Le seuil d'alerte, il est à 8, et le seuil dangereux, il est à 12. On est loin de tout ça. Donc quand on est à 3 ou 4, on était à 3,7 l'année dernière, on va passer à 4,1. On a des niveaux de remboursement en termes d'annuité qui est extrêmement faible, et c'est même été dit par M. Elion Deveza, donc je le remercie. Donc on a quand même une situation financière de la commune qui est bonne. Voilà, il y a les communes qui n'ont pas du tête, tant mieux pour elles. Nous, on a fait le choix de faire des investissements structurants pour la commune, je pense essentiellement
à l'école Marcel Pagnol. Voilà. Alors c'est vrai que quelqu'un pose la question, où est-ce qu'il manque de l'argent de subvention? Ben, on attend, je pense que j'ai discuté avec le président du département, j'ai bon espoir qu'on ait une petite aide, on verra, si il nous aidera sur d'autres projets. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à cofinancer nos projets, que ce soit avec la région, avec le département ou avec d'autres structures. Il est essentiel de cofinancer nos projets aujourd'hui encore plus qu'hier. Donc on compte sur les partenaires institutionnels pour le faire. Donc j'espère que ça se passera bien. Je suis à la région jeudi et vendredi, et puis j'aurai l'occasion de croiser le président du département pour discuter avec lui, voir comment il peut encore aider notre commune. Je pense que c'est dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt de la commune. On fera tout pour se faire cofinancer. L'État, on leur posera aussi la question, mais on sent bien que sur l'État, c'est un peu difficile. On a une très bonne relation avec l'ensemble des services de l'État. Mais enfin, dès qu'on parle d'argent, il y a plus grand monde de l'autre côté, et je peux le comprendre, parce qu'ils ont un petit peu de difficulté à boucler leur budget. Ce qui ne pourra pas arriver pour une commune, parce qu'une commune est obligée de boucler son budget. On ne peut pas boucler un budget en déficit comme peut le faire l'État. Donc, de toute façon, on sera toujours à l'abri de ça. Une question importante qui est liée à tout ça, on ne prévoit pas d'augmenter la taxe foncière. Non. Et on ne prévoit pas non plus, je ne prévois pas mettre une surtaxe sur les résidences secondaires. C'est une question que je vais vous poser. Moi, je ne suis pas freinable parce que les gens qui payent une taxe, mais non, c'est un débat qu'on peut avoir, hein, c'est plus. Les gens qui ont des résidences secondaires, en fait, payent des impôts sans utiliser les services, parce qu'ils sont là une fois ou deux, ils payent la tonne comme tout le monde, ils payent pour les crèches, ils payent pour les écoles, mais ils n'utilisent pas les services. Donc je trouve que politiquement, ça ne tient pas trop, mais bon, après, en plus, on avait fait le calcul, c'était pour récupérer 120 000 euros. Donc l'effet de levier n'est pas exceptionnellement élevé. Parce qu'on a une TH entrée dans les détails, on a une TH qui est assez faible, historiquement. C'était le choix historique de faire une TF assez haute, une TH assez faible. Et c'est pas que ça, c'était politique, on taxait plutôt les propriétaires, un peu moins les habitants. Et quand on est passé en mode, on supprime la TH, a été fixée dans le temps, ça. Il y a des communes qui ont été magnifiques, je pense à une en particulier, ils ont relevé leur TH, baissé la TF, et la suppression de la TH a été payée par l'État. Mais bon, nous on n'a pas fait comme ça, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme question? Les recettes, j'ai répondu. Je crois que j'ai répondu à peu près partout. Je n'arrive pas à savoir ce que j'ai écrit là, mais allez-y. Plusieurs choses qui rentrent quand même pleinement dans le débat d'orientation budgétaire. Déjà, pour débattre, enfin, j'ai du mal à comprendre votre façon de dire on va répondre par les emails en petit comité. Nous sommes dans un lieu public, tout peut être envisagé, et je pense que ce qu'a posé M. Bayou, ça peut nous intéresser également, et ça surtout, ça intéresse les pradétants. L'idée, vous l'avez dit en début de mandat la dernière fois, moi je serai ouvert à tout, au débat démocratique, etc. Là, c'est un peu quand même contradictoire. Alors, plusieurs questions qui sont véritablement des orientations. Je vous ai posé quelle est votre stratégie managériale, c'est bien une orientation. Comment gérez-vous l'absentéisme, c'est bien une orientation aussi. Les travaux sur les bâtiments communaux, c'est plus de 1,5 million par an, à peu près 1,4. Il n'y a pas de détail non plus, donc ça aussi c'est quelque chose dont vous pouvez parler. Déjà c'est pas mal, hein. Ça fait déjà 3 questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Merci. Sur l'accessibilité, c'est pareil, c'est une obligation légale de le faire, d'inscrire un budget par an. Donc on inscrit le budget tous les ans comme le demande la loi. C'est pas moi qui demande, c'est la loi. Donc on met dans la loi un certain nombre on a eu des remarques d'ailleurs de la préfecture sur le sujet, donc on l'inscrit au budget, ou en tout cas dans l'Europe, parce que c'est demandé par la préfecture. Je ne peux pas vous répondre grand chose de plus. Concernant M. Bayou, je crois que s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu tout à l'heure, il est libre de le réposer, je répondrai à nouveau. S'il est d'accord, je peux même son email qui intéresse tout le monde, je pourrais toujours c'est à lui de décider si je peux l'envoyer ou si je peux l'envoyer à d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Le débat, il va toujours exister, continuera à exister. M. Bayou, allez-y. Il y a un minimum de questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Alors, soit vous n'avez pas les éléments, soit ça vous gêne de le dire dans cet hémicycle. Nous souhaitions connaître le détail des produits générés par les festivités et manifestations. Et également, ça par contre vous allez pouvoir le dire, je pense avec sourire, puisque c'est une augmentation, nous aurions aimé connaître le pourquoi de l'augmentation de 45 000 € dont nous nous réjouissons pour le CCAS en 2026. Alors, ce que je disais en début d'intervention tout à l'heure, c'est que ce genre qui sont des détails qui sont très importants pour le budget. Ça va être abordé lors de la prochaine séance du budget productif.
On fera une commission avant, vous pourrez poser la question sur ces deux points particuliers. Je peux répondre, hein. D'ailleurs je crois que Mme Cabot n'est pas là, mais si, elle a fait une demande sur un certain nombre d'informations et elle a donné par email. En fait, quand vous avez des informations précises, soit d'abord, vous pouvez aussi nous appeler pour prendre rendez-vous, en fait, hein. Si vous voulez nous voir n'importe quand, vous appelez au bout de soi, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez poser la question par email, on vous répond comme on l'a fait. Donc sur les festivités, je n'ai pas le truc, je n'ai pas le montant exact en tête, parce qu'on en parlera au prochain budget primitif. Ceci étant, si vous voulez poser la question par email, si ça n'a pas été fait, M. Perratou répondra avec grand plaisir. Et le deuxième point, c'était... Le CCS. Ah oui, CCS, pardon. Alors CCS, c'est le CCS qui a demandé dans le budgétaire supplémentaire. On leur a demandé, alors on change de directeur. Donc on change de directeur, on attend la nouvelle directrice pour voir si c'est confirmé, pas confirmé. On va demander quel est le projet d'établissement. Et en fonction de ça, on verra si on doit laisser le montant qui a été indiqué ou si on doit le baisser ou monter, on verra. Monter, je ne pense pas de toute façon. Au mieux on le laissera en l'état, au mieux c'est peut-être même de le baisser, on verra pas. Je n'ai pas d'idée précise là-dessus, on attend que la nouvelle directrice soit là pour dialoguer avec elle et voir qu'est-ce qu'elle a comme projet d'établissement précisément. Excusez-moi, je n'ai pas complètement compris votre réponse. Il y a un directeur qui s'en va, une directrice qui arrive. On comprend que c'est elle qui a demandé Ah, voilà, c'est ça que je n'ai pas bien compris. Puisque, donc, si de vous-même, vous avez prévu d'augmenter de 10%, de 405 à 450 000 euros, le budget du CCS. Donc, vous avez prévu de l'augmenter en attendant de voir quel est son projet, vous l'ajusterez ensuite avec elle, c'est ça? C'est ça. Madame Riel. J'insiste sur les 1,5 million d'euros, c'est pas marqué que amélioration de l'accessibilité, c'est marqué rénovation. Donc, quelles sont les rénovations? 1,5 million d'euros, c'est beaucoup juste pour l'accessibilité. Il me semble qu'il y a vous avez sûrement des projets de rénovation, j'en doute pas. Donc, pourquoi vous ne voulez pas en parler aujourd'hui? Alors d'abord, vous avez raison de dire qu'on n'a pas peur d'en parler, on parle de tout. C'est un débat, d'ailleurs la parole est libre, tant mieux. On fera un petit point au prochain budget du gouvernement, si vous le souhaitez, sur les opérations prévues précisément, avec grand plaisir. Aujourd'hui, je rappelle que c'est un rapport d'orientation budgétaire avec des grandes lignes, on n'est pas dans le détail du détail. Monsieur Rayou. Deux petites choses. La première, vous avez parlé d'une commission qui va être mise en place. Je ne suis pas sûr d'en faire partie. Et donc, je ne suis pas certain. Celle-là, si c'est une des extraordinaires, ok. Alors, Extraordinaire, n'exagérons pas. Non, des optionnelles. Une des trois optionnelles. Attendez d'en faire une. Voilà. Juste une précision, parce que de toute façon, j'ai bien entendu que les propos allaient être retranscrits mot à mot. Vous avez expliqué que c'est une obligation, mais il y a une certaine méprise dans notre réponse sur l'église et la climatisation. J'ai bien dit qu'il ne fait aucun doute que l'entretien du bien est à la charge de la commune, ça ne fait aucun doute. Par contre, le parallèle que j'ai fait avec l'école Sandro, c'est que les investissements que vous faites dans ce bien communal qui est l'église doivent être faits uniquement pour préserver la structure. C'est un bâtiment pas forcément remarquable, mais en tout cas un bâtiment qui fait partie de la commune, et vous devez faire effectivement l'entretien, les travaux qui vont bien. Sauf à démontrer que la mise en place de la climatisation est dans ce cadre-là, et pas uniquement un bien-être comme il pourrait y avoir ici pour les personnes qui utilisent le lieu, ça n'a pas à être pris en compte par le budget de la commune. C'est uniquement ça que je dis. Donc, si effectivement, vous allez nous dire il y a de la moisissure dans l'église, donc on nous préconise, il y a un rapport qui nous préconise, une expertise, de mettre la climatisation pour éviter ça, pourquoi pas? Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que vous ne démontrez pas que la mise en place de la climatisation dans l'église, elle est due à la structure et à préserver le bien. Pour nous, ça semble plutôt être du bien-être qu'on peut entendre, mais qu'on ne partage pas. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Monsieur Le Lézard. Merci, monsieur le maire. J'insiste sur l'épargne qui diminue et le niveau d'investissement qui reste élevé. Alors, vous venez de promettre au bras des temps qu'il n'y aura pas de hausse de la taxe foncière. Soit, mais comment vous allez financer les années suivantes, au vu du tableau que vous nous avez donné, sans dégrader davantage nos équilibres? J'ai répondu, mais je vais répondre quand même.
tous ces projets qu'on fait, c'est des projets qui vont être cofinancés. Donc si on n'arrive pas à les cofinancer, on fera peut-être moins. Donc l'idée, c'est de travailler dur pour se faire cofinancer les projets, pardon, pas les produits. Monsieur Limoni. Bonjour. Alors moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on est dans un débat d'orientation budgétaire, mais il n'y a pas de débat en fait, parce que vous êtes en train d'avoir un propos qui est plutôt très global. Il y a des questions qui sont très précises, et l'objet de vos réponses, je les ai notées, parce que ça me surprend un petit peu. Alors, si je veux des réponses, c'est un tête-à-tête. Si je veux des réponses, c'est par email. Donc, en fait, l'espace de débat ici, avec des questions très précises, on parlait, poser des questions des 1,5 million d'investissement, je pense que c'est pas accessoire, c'est un élément que vous pouvez apporter en termes de projection. Donc, je suis un petit peu étonné de vos réponses très très larges et avec une demande répétée de précision et de spécificité particulière sur les questionnements qui ont été donnés. Et je voulais revenir aussi sur le parallèle que vous avez fait, et qui, je trouve, n'a pas sa place, et qui est plutôt clivant, entre la climatisation de l'école Sandro et l'église. Je trouve que c'est maladroit, parce que ça vient asseoir un peu plus clivé avec la population. Peu importe, elle a été posée ici dans l'Assemblée. Merci. D'abord, c'est pas moi qui ai mis le sujet, c'est M. Bayou. Ensuite, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est un rapport d'orientation budgétaire sur lequel on parle des grandes orientations. Tous les points de détail qui sont certes importants sont abordés au travers de la commission des finances. Je crois que vous êtes membre d'ailleurs. Non. En tout cas, M. Bayou, vous l'êtes, je vais répondre à la question de la commission. Ça sera abordé dans la commission pour la réponse technique, et puis après, vous direz tout le bien ou tout le mal que vous pensez que on propose. C'est vraiment l'idée. Et alors, en plus, effectivement, on donne la possibilité, en plus, c'est pas le cas dans toutes les communes, on vous répond par email, ça c'est une obligation légale qu'on le fait, sous un mois, et puis aussi des rendez-vous avec le maire ou avec l'adjoint quand vous le voulez, c'est pas donné dans toutes les communes, on vous le propose pour que la transparence soit complète, pour que le niveau d'information soit complet, c'est pas quelque chose qui remplace, c'est quelque chose qui ajoute. Madame Galland. C'est un peu pour conclure et pour expliquer nos votes. Pour nous, pour valider un débat public en toute transparence devant tous les pradétants, il faut avoir des réponses et pas seulement des retours de mail. Donc on s'abstiendra. Alors d'abord, c'est moi qui conclurai, mais avant de conclure, je vais laisser la parole à Madame Cabot. Juste une question, monsieur le maire. Pour les financements, pourquoi ne vous adressez-vous pas à l'Europe? Est-ce que c'est possible? Alors c'est possible, mais le chef de file pour l'Europe, c'est la région en fait. Donc quand on se fait financer des projets, notamment dans la piste cyclable, il y a une partie, le système de financement est un petit peu complexe. En fait, la région est chef de file pour les projets européens, donc ils font tout le travail, c'est un travail assez conséquent, notamment sur les suites de dossiers très très complexes. La métropole le fait aussi, mais sur ces projets-là, c'est la région qui est chef de file qui récupère de l'argent de l'Europe pour des projets de piste cyclable, pour les projets européens. Ça permet de faire des milliards d'euros pour la région. Et puis après, chaque maire se bat, ou chaque conseiller régional se bat pour sa commune. Comme j'imagine, chaque conseiller départemental, le doit se battre pour sa commune. Ben, on fait pareil, on se bat pour avoir des cofinancements. Bon, ben, je crois que s'il y a pas de questions, madame, allez-y, madame. Je vais finir avec vous. J'avais une question justement par rapport à une question que j'ai posée la semaine dernière sur la régie du port. Donc j'ai compris que la régie du port n'était plus une régie du port telle qu'on la connaissait jusqu'en janvier 2025, mais un conseil d'exploitation. Qu'est-ce que ça apporte de plus, de moins? Je vois qu'il y a ce qu'on appelle un budget annexe. Est-ce que c'est pris sur le budget communal? Comment tout ça s'est géré pour avoir quelques éclaircissements là-dessus? Je vais vous répondre. En fait, au moment quand on a fait le projet, pour faire des demandes de subvention, la structure de régie, ça ne fonctionne pas, parce qu'une régie ne peut pas demander de subvention à certains organismes. Donc, ce n'était pas le seul point, mais c'était un des points importants, c'est qu'en fait, pour demander des subventions, il fallait changer le mode de gouvernance de la régie. Donc, on est passé d'une régie autonome à un budget annexe. Donc, ça change. Ça change qu'en fait, le budget annexe, ça rentre directement dans le cours de la commune. Je ne sais pas si je réponds à la question. En fait, il y a plein d'autres sujets. Il y a aussi des systèmes de propriété, parce qu'en fait, ça n'avait jamais été régularisé, le foncier n'avait jamais été régularisé, donc le port apportait là encore à l'État. Alors, on va mettre un peu d'argent dedans pour faire que ça appartienne à la commune, donc on l'a récupéré aussi pour ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le point sur les deux questions qui étaient primordiales pour choix. Il reste la société d'exploitation portuaire, le conseil d'exploitation plutôt, dans lequel se discuteront un certain nombre de sujets au quotidien, d'opérations. L'avantage aussi, c'est que ça fait plus de transparence pour le conseil, parce que d'avoir une régie autonome qui vit sa vie, ce sont des budgets
qui seront présentés en conseil municipal. Notamment quand il faudra attaquer les travaux, une fois qu'on aura fait toutes les réunions prévues, il faudra voter. Bon, je pense qu'on a bien débattu. Voilà, donc je propose maintenant de passer au vote. Vous voulez passer au vote, vous voulez prendre la parole, monsieur? Simplement par rapport à la question du départ, où je m'interrogeais sur la l'égalité, l'opportunité, je ne sais pas quel terme employé, de voter ces budgets, sachant qu'a priori ce sont juste des orientations et pas des budgets en tant que tels. Donc sans une réponse claire, et pour être cohérent, je ne participerai pas au vote et je demanderai au préfet ce qu'il en est, tout simplement, pour vous expliquer. On va donc passer au vote. Monsieur Bayou ne prend donc pas par vote, hein, ça me semble la voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est abstenu, je pense. Toi, vous êtes abstenu, vous êtes pour. Je vous remercie pour ce débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu et bien lieu. On passe maintenant au règlement budgétaire. Ah oui. Pourtant, je l'ai marqué sur ma feuille. Je l'ai dit, il fallait faire 3 votes, et j'avais dit, je vais oublier, ça va pas l'oublier. Donc il faut faire 3 votes. On commence par voter l'Europe du budget principal. Donc j'imagine que c'est le même vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur Bayou ne prend toujours pas vote sur les 3 votes. Ensuite, on vote l'Europe du budget des transports. Contre? Abstention? Pour? Et le dernier, c'est le port. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et maintenant, donc, règlement budgétaire et financier présenté par Jean-Michel Perraton. L'actualisation du règlement budgétaire et financier de la collectivité. Le règlement budgétaire financier constitue un document de référence interne qui encadre les règles de gestion budgétaire et comptable de la collectivité. Rendu obligatoire dans ce cadre de la mise en œuvre de nomenclature MI 57, ce document vise à garantir la conformité aux règles en vigueur, sécuriser les procédures financières et harmoniser les pratiques entre les services. La collectivité ayant adopté la M57 en janvier 2023, un règlement a été mis en place. Son actualisation est aujourd'hui nécessaire afin de prendre en compte les évolutions réglementaires et améliorer les pratiques internes. L'actualisation du RBF permet ainsi à sécuriser davantage la gestion financière de la collectivité, d'en améliorer la lisibilité et de garantir sa conformité aux exigences réglementaires. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire et financier actualisé tel qu'annexé à la libération. Merci. Monsieur Bayou. Oui, merci. Alors, c'est pour les nouveaux, ce qui serait bien, si c'est possible, quand vous avez des documents de ce style, c'est juste de faire apparaître éventuellement les modifications qu'il y a. Alors, en ayant fait le jeu des 7 erreurs sur ce page-là, la seule chose que j'ai trouvé de différent, c'est que vous avez remplacé dans le paragraphe 2.1.4, vous avez remplacé après examen de la commission ad hoc par après une présentation aux commissions ad hoc. Quelle est la raison de cette modification? Donc, examen et présentation. Donc, examen, on suppose que c'est une étude un peu plus poussée, et présentation, que c'est juste un passage et on passe à la suite, mais... Oui, c'est exactement ça, c'est tout. Par contre, le détail, on peut peut-être le détail, on pourra vous fournir le détail des modifications. Le détail des modifications. Jean-Michel a tout à fait raison, et je vais donner un élément supplémentaire. C'est qu'on est passé en M57, donc il n'y a plus l'histoire du budget administratif, je ne sais plus comment ça s'appelait, compte de gestion, et avant il y avait le compte de gestion et le compte administratif. Maintenant on est passé en CFU, ce qui fait qu'il a fallu modifier le 2.1.4. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, non, mais examen ça semblait pas mal, présentation ça semble plus être à l'image d'aujourd'hui. On va vite. Vous avez 7 ans pour rendre compte de la complexité administrative qui est loin de diminuer et qui se complexifie. Je vous propose de passer au vote, Madame Brialan. Alors, le règlement budgétaire, c'est vrai, et financier qui nous est présenté aujourd'hui, il y a bien sûr une utilité réelle. Je vous l'accorde sur ce point, le travail existe. Mais
vous auriez pu en profiter pour améliorer la transparence, en particulier en ce qui concerne les élus. En effet, ce texte donne-t-il enfin des garanties sérieuses sur le pilotage politique et sur la transparence devant le conseil municipal? En l'état, vous l'avez deviné, la réponse est non. Autrement dit, tout un diagramme, les choix majeurs sont faits en amont. On voit bien, ça monte et puis ça ne redescend pas. Mais le règlement ne fixe pas de garantie claire, par exemple, sur la place du conseil municipal dans cette phase décisive. J'ai regardé ailleurs, pourtant ça existe dans les autres communes. Concrètement, où sont les garanties données au conseil municipal? Les délais de transmission, le contenu minimal des annexes, des tableaux de suivi standardisés sur la dette, les autorisations de programme, les crédits de paiement ou les grands investissements. Et franchement, cette question, elle n'a rien de théorique. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, encore aujourd'hui avec l'Europe. On est vraiment dans l'application stricte, il n'y a pas beaucoup de transparence. Le manque d'information, l'insuffisance des documents transmis, ou des documents, on va dire, transmis publiquement, des informations publiques. L'absence de visibilité sur certaines opérations pluriannuelles et le flou persistant sur les financements des projets, comme par exemple le port des Auxinières. Et puis j'ai donné un autre exemple. Il est écrit dedans que la collectivité peut, et j'insiste sur le peut, définir des règles de suppression dans un délai prédéfini. Il s'agissait des révisions des autorisations de programme. Autrement dit, ces règles, comme beaucoup c'est un exemple, ne sont pas posées dans le règlement lui-même, elles sont seulement possibles. Et bien c'est exactement ce que je pose comme problème dans ce texte, beaucoup de prescriptions, assez de règles, en tout cas en ce qui concerne les élus. Et puis alors là, un point essentiel, les indicateurs. Pour l'administration, il n'y a pas de souci, le circuit est précis, tout est bien huilé. Pour les élus, en revanche, il n'y a pas de tableau de bord simple et lisible permettant le suivi des réalisations. C'est pourtant ce que je demande depuis des années. L'avancement des grands investissements, la consommation des crédits par politique publique, la dette ou les garanties. Le texte encadre bien l'exécution comptable, mais il n'encadre pas un vrai suivi politique, par politique publique ou des garanties. Or, on aurait pu espérer que vous en profitiez pour faire un vrai règlement budgétaire moderne, transparent, qui ne devrait pas seulement sécuriser l'administration, mais aussi renforcer le contrôle démocratique. Et donc, nous demandons d'ajouter 4 points à ce texte, que je vous demande de reporter le vote. Premier point, des délais de transmission clairs et un contenu minimal des annexes, des tableaux standardisés, des autorisations de programme, des crédits de paiement, des restes à payer et la trajectoire de désendettement. Deuxième point, de vraies règles de prudence sur l'endettement et sur la gestion, pareil, des autorisations de programme et des crédits de paiement, avec un lien clair entre les investissements, les priorités et la soutenabilité. Troisième point, une présentation annuelle des risques financiers, des contentieux, des créances fragiles et des cofinancements incertains. Et quatrième point, des indicateurs simples, avec le taux de réalisation des investissements, l'état d'avancement physique et financier des grandes opérations, et lorsque c'est pertinent, le coût par usager de certains services. Donc, je répète, nous demandons de reporter le vote afin de mettre à jour ce règlement pour y inclure ces éléments qui nous paraissent être importants dans le cadre d'un règlement budgétaire financier moderne. Merci. Bon, si ce n'est pas le cas, bien sûr, nous nous abstiendrons. Pas d'autres interventions? Je peux fermer votre micro, madame la ministre, juste après. Merci. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Ensuite, on a donc Isabelle Roger qui va nous parler du réglementaire des commissions liées à la commande publique. Merci, monsieur le maire. La présente délibération a pour objet de faire adopter la mise à jour du règlement des commissions d'appel d'offres, sachant que le Code des collectivités territoriales fait référence aux règles de composition, les modalités de désignation, mais ne précise rien quant à leurs modalités de fonctionnement. Aussi, il appartient à chaque collectivité territoriale de prendre leur propre règlement de commission d'appel d'offres.
Et la présente délibération a pour effet de mettre à jour le règlement qui avait été pris en 2020 pour prendre en compte des évolutions juridiques. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais les principales modifications proposées sont les suivantes. Le renforcement de la prévention des conflits d'intérêts par la mise en place d'une déclaration préalable des membres des commissions, la prise en compte de la dématérialisation des procédures qui permettra la transmission électronique des documents, ainsi que la tenue de réunions à distance, le renforcement de la traçabilité des décisions, l'intégration des objectifs de développement durable, le rappel des obligations en matière de probité et d'intégrité qui sont issues du code pénal, le renforcement des règles de confidentialité et de sécurité des échanges, notamment pour prendre en compte la RGPD, le rappel du principe d'allotissement et l'encadrement du traitement des offres anormalement basses. Donc toutes ces évolutions juridiques ont été intégrées dans le nouveau règlement de CAO qui vous est présenté en annexe. Et il est donc demandé au Conseil municipal de voter l'approbation de cette mise à jour. Merci Isabelle, public aussi. Madame Prati. Bonjour à tous. Monsieur le maire, chers collègues, ce règlement intérieur va dans le bon sens en matière de sécurité juridique, mais il présente encore des zones d'ombre qui exposent les élus à appeler à siéger en commission d'appel d'offres ou de concession. Je propose donc que nous complétions ce règlement sur quelques points simples mais essentiels. D'abord, un délai minimal et opposable de transmission des dossiers complets aux membres avec l'assurance que tous les documents utiles, c'est-à-dire le rapport d'analyse, les avis techniques, les éléments de scoring, soient communiqués en amont afin que chaque élu dispose d'un temps réel d'instruction. Ensuite, l'inscription explicite d'une traçabilité renforcée des décisions. Mention dans le procès verbal des réserves éventuelles des membres, de leur vote, de la liste des pièces examinées, afin que personne ne puisse être tenu pour responsable d'un choix qu'il n'aurait pas été en mesure de contrôler. Troisièmement, la mise en place d'un droit d'alerte pour les membres de ces commissions. Lorsqu'un élu considère que les conditions de concurrence ou de transparence ne sont pas réunies, il doit pouvoir demander formellement le report de l'examen d'un dossier ou, à défaut, faire consigner son opposition motivée au procès verbal. Enfin, la garantie qu'aucune réunion ne puisse se tenir en format dématérialisé sans conditions techniques minimales clairement définies, identification des participants, accès sécurisé aux pièces, traçabilité des connexions, afin d'éviter que des difficultés matérielles ne pénalisent les élus dans ces commissions. Ces ajouts ne remettent pas en cause l'équilibre de votre règlement, mais ils donnent à ces deux commissions les moyens de remplir leur mission de contrôle en toute sécurité. Je vous demande donc que ces garanties soient intégrées explicitement au règlement intérieur avant son adoption. Autrement, nous nous abstiendrons. Je ne comprends absolument pas ce que vous dites dans la mesure où les délais sont donc bien écrits, 5 jours francs. Donc les membres sont convoqués par le président 5 jours francs à la date. Les documents qui sont transmis, on a précisé qu'est-ce qui était transmis. Les PV, dans tous les PV, on marque effectivement le résultat des membres de la commission d'offres. S'ils ne sont pas d'accord, c'est inscrit dans le PV. Il y a bien écrit que les documents peuvent être transmis via une plateforme sécurisée. Donc c'est bien écrit. Je ne vois pas ce qu'on peut rajouter par rapport à tout ce que vous venez de nous indiquer. C'est déjà dans le règlement. Je pense qu'on ne se comprend pas. Ce n'est pas la convocation, c'est la communication de tous les documents, madame. Et s'il n'y a aucun souci, pourquoi ne pas l'écrire? Pourquoi ne pas le préciser s'il n'y a aucun problème? Madame Prati, on ne coupe pas. Quand quelqu'un va répondre, sinon on va pas s'entendre au conseil municipal. Isabelle va répondre rapidement et on va passer au vote surtout. Effectivement, nous avons indiqué, j'entends ce que vous dites, le minimum requis par le Code des collectivités territoriales. Jusqu'à ce jour, les documents ont toujours été transmis en même temps que la CAO. On ne l'écrit pas noir sur blanc, parce que si un jour, ce n'est pas imposé par le Code des collectivités territoriales, et si un jour, on n'avait pas les documents prêts dans le temps requis pour convoquer la CAO, ça retarderait d'autant la commission d'appel d'offres, ce qui parfois ne peut pas se faire dans l'urgence de notifier le marché. Donc, nous avons mis ce qui est indispensable pour le bon fonctionnement de la CAO. Ce qui n'empêchera pas de faire, effectivement, d'envoyer les documents comme d'habitude. Justement, pour assurer la sécurité juridique et la garantie du vote, peut-être inscrire tous ces éléments. Ou même préciser que vous pouvez envoyer tous les documents, sauf s'ils ne sont pas prêts pour être envoyés. C'est une question de sécurité juridique pour tout le monde. On vous a bien entendu, c'est aussi.
parle souvent de complexité administrative. Vous avez plutôt envie d'en rajouter, nous on a juste envie de simplifier et de rester dans le cadre purement légal, sans se mettre de contraintes qui le font. C'est ce qu'on vit en fait. Toutes les collectivités le vivent, l'État le vit au sommet, la complexité administrative. Donc notre idée c'est d'être efficace et pas de rajouter des surcouches aux couches déjà qui sont parfois un petit peu compliquées. Madame Brialan. Encore une fois, vous nous avez mal compris. L'idée est de mettre dans le règlement justement pour simplifier ensuite la procédure. Donc il ne faut pas nous faire dire, vous nous faites souvent dire ce qu'on n'a pas dit. Hein, ça s'appelle de la manipulation. Voilà, merci. Je me contente d'écouter et de restituer. On va donc passer au vote. Qui est contre? Monsieur Bayou, allez-y. Oui, simplement dire que nous nous réjouissons de l'actualisation du règlement intérieur des commissions relatives à la commande publique. La politique a besoin de probité et de transparence dans les décisions prises sans clientélisme. Merci Monsieur Bayou, merci Isabelle aussi pour ton argumentation et les réponses que tu as apportées qui sont claires. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Ensuite, Monsieur Venet va nous parler de la fameuse convention TETRA. Bonjour à tous. Cette délibération concerne la convention financière pour les redevances ARCEP et ANFR entre la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et ses communes membres. La métropole TPM et la ville de Toulon ont mis en œuvre un réseau de radiocommunications mutualisé sur le territoire de la métropole, couvrant 11 communes, pour les besoins du réseau de transport métropolitain et des services opérationnels, police municipale, sécurité, etc. L'infrastructure de ce réseau, composée de points hauts sur le territoire, est opérationnelle. Cette infrastructure mutualisée est mise à disposition et utilisée par les communes de la métropole. Afin d'assurer l'extension, la supervision et la maintenance de ce réseau TETRA, une consultation a été lancée au groupement de commande entre MTPM et les communes de Toulon, la Seine-sur-Mer, Sifour-les-Plages, Saint-Mandé-sur-Mer, la Vallée du Var, Hyères-les-Palmiers, Le Pradet, Carpentras, Olioul, Lagarde et Lafaux, régie par les dispositions des articles L 2113-6 et L 2113-8 du Code de la commande publique concernant les prestations de maintenance, de supervision et d'évolution du réseau de radiotélécommunications TETRA du territoire de la métropole TPM. Pour une durée de 2 ans, reconductible une fois, soit 4 ans maximum, entre la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et ses 11 communes. Le groupement de commande permettra de mutualiser certains points hauts et de réduire les coûts d'utilisation de sites privés, de réduire le nombre de porteuses et les redevances radioélectriques correspondantes, d'optimiser les coûts de fourniture d'équipement, de maintenance et de supervision du réseau, de disposer d'une meilleure sécurisation du réseau et d'une couverture radio optimisée, enfin de permettre à chaque commune signataire de la présente convention de commander les fournitures de prestations nécessaires pour leurs propres besoins. Chaque collectivité, membre du groupement, exécute son marché à bon de commande avec la société titulaire de ce marché, numéro 105 RL 25. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le principe de cette convention avec la métropole TPM, d'autoriser monsieur le maire à la signer, ainsi que tout document lié à son exécution. Merci pour cette présentation extensive du petit TETRA. Donc je propose de passer au vote, s'il n'y a pas de questions. Monsieur, question ou vote? Une question. Ah, une question, allez-y. Merci monsieur le maire. Alors personne ne remet en cause l'utilité de ce réseau, notamment pour la sécurité. Et je sais de quoi je parle car durant ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser ce type de support de communication avec tous ces canaux cryptés. En revanche, peut-être est-ce un oubli de ma part ou de la vôtre, mais je n'ai pas entendu quel est le coût réel pour notre commune. Merci. C'est une question pour M. Perraton. 2 000 € par an. Monsieur Bayou, vous avez une question aussi? Oui. Allez-y. Alors, j'ai une intervention qui sera faite de quelques constats et de quelques questions. Alors, comment une TPM peut-elle continuer à investir dans ce réseau?
Déployé massivement au début des années 2000, Tetra a longtemps constitué la référence des communications professionnelles sécurisées. Cependant, l'obsolescence progressive des infrastructures, la raréfaction des équipements compatibles et les coûts de maintenance élevés compliquent son maintien à long terme. Le projet de convention qui nous est soumis prévoit, entre guillemets, l'extension du réseau Tetra de TPM. Quels sont les arguments pour proposer une extension d'un réseau en voie d'obsolescence? Avant de nous prononcer, nous devrions avoir connaissance de tous les coûts supportés par la commune, on vient d'en avoir réparti, depuis la mise en œuvre de ce réseau en 2021 en investissement, fonctionnement, redevances, etc. Or, ce n'est pas le cas. Le renouvellement du marché le 26 septembre 2025 a-t-il été précédé d'une consultation en opportunité? Les usages en matière de communication exigent maintenant le transfert de photos ou de vidéos. Les évolutions techniques vantées de Tetra permettent-elles de répondre immédiatement aux besoins des utilisateurs et à quel coût? Les utilisateurs majeurs du réseau à la norme Tetra étant en passe de l'abandonner définitivement au profit d'un autre réseau plus performant, qu'envisage TPM en matière d'évolution de son réseau? En l'absence de connaissance des données de trafic de la police municipale du Pradé, force est de constater que le trafic autre affiché sur le graphique est quasi nul, à 0,49%, et en baisse notable depuis 2021. Ainsi, sauf à démontrer la pertinence technique et financière de long terme pour la commune du Pradé de l'exploitation de ce réseau, nous aurions tout intérêt à en sortir. C'est ce que permet la Convention de 2024 en son article 7, résignation, page 6. Pour toutes ces raisons, notre liste votera contre l'approbation du principe de cette convention avec la métropole TPM et contre l'autorisation donnée à Monsieur le maire de la signer, ainsi que tout document lié à son exécution. Je vous remercie. Eh bien, vous voterez donc contre. On va passer au vote. Qui est contre? Si jamais vous voulez, vous pouvez quand même répondre aux quelques questions qui sont posées. Comme vous voulez, comme vous voulez. Non, mais je pense que là, on est. Je vais répondre, à poser des questions à la métropole. Donc, je sais que je suis vice-président de la métropole. Sur cette question de Tetra, moi aussi j'étais en informatique très longtemps. Les Dauphines et tout, je connais un peu la partie de réseau. Aujourd'hui, remplacer un parc total de Tetra, ça coûterait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas que la police municipale qui s'en occupe, qui est équipée, qui peut s'en servir. C'est toute la police nationale, les pompiers, tout le monde s'en sert de Tetra. Donc proposer que le Pradé s'exonère de ce réseau Tetra qui permet aux forces de l'ordre qui sont garantes de l'ordre public de sortir du réseau système, je ne comprends pas non en fait. On va rester dans le système pour assurer une bonne surveillance de notre territoire. Voilà, M. Bailly. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Bien sûr. Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie. Mais on a épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Merci de la tenue de ce conseil municipal. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis rendez-vous à très bientôt. Au revoir tout le monde.